Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. J-1 avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Un scrutin qui se tient dans un climat électoral tendu entre contestation, appel au boycott et désintérêt de certaines tranches de la population. Nous reviendrons sur les principaux enjeux à quelques heures du scrutin. Le massacre d'écoliers dans la ville de Koumba au sud-ouest du Cameroun a provoqué une véritable onde de choc. Le pape François a donné de la voix en appelant à la fin de la crise anglophone alors qu'un deuil national a été décrété ce 31 octobre en mémoire des victimes. Et le renforcement des relations bilatérales est annoncé entre le Maroc et le Gabon. Les chefs des diplomaties des deux pays se sont rencontrés à Rabat. Un pas de plus dans la stratégie économique du Maroc, 3 ans après sa réintégration au sein de l'Union africaine. Plus de 70% de la population ivoirienne est composée de jeunes gens, une proportion qui n'est pas véritablement représentée au sein de la classe politique. Peut-on parler de désintérêt de la part des jeunes ivoiriens? En 2015, seuls 10% des jeunes inscrits sur la liste électorale ont pris part au vote et le climat politique contestataire de 2020 n'encourage pas. Mais qu'en est-il dans les fiefs de l'opposition et du pouvoir? Élément de réponse avec Armand Blédou. À Yopougon, Hérode Séry tient conseil avec ses camarades du Cri du Peuple. Il y a quelques années, il a monté ce mouvement de la société civile pour, dit-il, dénoncer les abus du pouvoir. Proche de l'opposition, ses amis élus auraient souhaité un report du vote, mais en cette veille du scrutin, le mot d'ordre c'est plutôt non à la violence. Dans le contexte actuel, qui est bien évidemment le contexte électoral, je pense que la position du Cri du Peuple a toujours été claire. Pour nous, il convient bien évidemment d'appeler tous les Ivoiriens à faire en sorte qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel on soit, et qu'on est du moins, ne soit pas un cadre de belligérance. Faire en sorte qu'aujourd'hui, l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu, parce qu'en la réalité, les élections, ce n'est qu'un simple jeu. Un peu plus loin, à Abobo, Arafa Touré dirige l'UJIMA, un mouvement qui rassemble les jeunes d'Abobo et d'Anyama autour d'Alassane Ouattara. Avec ses camarades, il répète les dernières consignes de vote et assure d'une participation massive des jeunes de la commune d'Abobo à ce vote. Nous sommes à la veille du scrutin présidentiel du 31 octobre. Nous avons mené nombreuses actions qui ont consisté à faire en sorte que le maximum des jeunes de la commune d'Abobo puissent aller s'inscrire sur la liste électorale. Je crois que c'est chose actée parce qu'aujourd'hui, de 345 000 électeurs hier, nous sommes à pratiquement plus de 400 000 électeurs à Abobo. Et ce qui est important, ce qui est crucial, c'est que c'est dans cette population électorale, on a pratiquement plus de 52% qui sont jeunes, c'est-à-dire âgés entre 18 et 35 ans. En Côte d'Ivoire, 77% de la population a moins de 35 ans. Et même s'ils sont l'objet de toutes les promesses de campagne, très peu de jeunes acceptent de participer au vote. En 2015, seulement 10% des jeunes inscrits sur les listes électorales ont pris part au vote. Dans le contexte actuel, le taux de participation sera à surveiller et surtout celui des jeunes. Quoi qu'il en soit, 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 31 octobre en Côte d'Ivoire pour élire leur président. La crainte monte dans les rangs des citoyens qui redoutent des débordements comme en 2011, voire même une catastrophe comme certains le prédisent. C'est un sujet de la rédaction. Une élection sous haute tension. En Côte d'Ivoire, plus de 7 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes ce samedi 31 octobre. Pour élire leur nouveau président, un scrutin électoral qui suscite la crainte dans les rangs des citoyens car il rappelle quelque peu celui de 2010. Karim Koulibaly, ancien partisan d'Alassane Ouattara, en garde d'ailleurs un souvenir particulièrement douloureux. La crise post-électorale ivoirienne lui avait coûté sa jambe. Aujourd'hui âgé de 42 ans, Karim Koulibaly se dit déçu des responsables politiques de son pays. Je suis très déçu même de tous les politiciens en général parce que qui dit politicien, ça commence d'abord par la commune dans laquelle tu milites.
Voilà, c'est ceux-là qui sont censés d'abord t'assister et puis apporter tes doléances auprès de la hiérarchie pour qu'on puisse s'occuper de toi. Donc d'abord, déjà, moi, je suis déjà déçu de ces personnes-là. Par tous ces départementaux avec lesquels j'ai eu à travailler dans le temps. La crise post-électorale ivoirienne reste également vive dans la mémoire d'Aboubacar Karim. Le jeune entrepreneur de 25 ans n'était alors qu'un adolescent quand les heurts ont éclaté. Événement marquant de cette période, Aboubacar Karim se souvient que la plupart de ses camarades de classe avaient fui leur pays. 10 ans après les faits, le jeune homme n'est pas dupe. Le renouveau politique auquel il aspire tant n'est pas près d'arriver. Une déception qui, pour autant, ne l'empêchera pas d'aller voter ce samedi. Je pense qu'en tant que jeune, c'est important de pouvoir contribuer. C'est important que notre voix compte pour le développement de notre pays. Et c'est pour ces raisons-là que je vais voter. Ensuite, l'ambiance n'est pas forcément bonne, en particulier cette année qui a été très difficile avec le Covid. Face à une insécurité grandissante, de nombreux Ivoiriens ont déjà commencé à fuir leur pays. Rappelons qu'en 2011, la crise post-électorale avait causé l'exil politique d'au moins 300 000 personnes, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La liste des candidats à l'élection présidentielle s'allonge au Niger. Une trentaine de prétendants à la magistrature suprême sont en lice pour le scrutin du 27 décembre 2020. Parmi eux, on peut désormais compter Idi Ango Ousmane. Il portera les couleurs de son nouveau parti, l'Alliance pour la démocratie et la République, qu'il a investi le 24 octobre. Une première pour lui. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Idi Ango Ousmane, solennellement investi candidat pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 au Niger. Il est le porte-flambeau de la toute nouvelle formation politique dénommée Alliance pour la démocratie et la République, ADR Mahita, son parti qu'il a créé après sa démission en août 2020 du parti au pouvoir, le PNDS Taraya. Élu député aux élections de 2016 au titre du PNDS Taraya, Idi Ango Ousmane fut jusqu'à son départ du parti au pouvoir directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation. Votre plébiscite, ce jour d'investiture de ma modeste personne, me réconforte sur votre engagement à mes côtés dans cette voie inéluctable du redressement de l'image de marque de notre pays et de notre fierté de Nigérien. Bien connu du monde de la gestion publique au Niger, Idi Ango Ousmane est diplômé du Centre africain d'études supérieures de Dakar au Sénégal. Il avait dirigé la Société nigérienne des produits pétroliers Sonidep en 2012. L'on retrouve également les traces professionnelles de l'homme à la Société nigérienne de cimenterie et chez le Canadien Goviex Uranium Niger, où il a été contrôleur de gestion. Idi Ango se présente pour la première fois à une présidentielle, une responsabilité qu'il s'est engagé à assumer avec dignité. Les défis sont multiples et diversifiés. Nous en sommes conscients. Votre confiance exprimée constitue une source intarissable d'énergie pour un dévouement à cette noble tâche de bâtisseur de l'histoire. Nos valeurs culturelles et ancestrales constitueront aussi notre boussole dans la prise de décision en incarnant cette sagesse qui requiert humilité et concertation. Tout sera fait dans l'intérêt du peuple souverain. Je prends cet engagement solennel. Idi Ango Ousmane rejoint ainsi la trentaine de candidats qui concourent au suffrage de quelques 7,4 millions d'électeurs nigériens, récemment enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante CENI lors du dernier recensement électoral biométrique. Également dans l'actualité au Tchad, le deuxième forum national inclusif s'est ouvert ce jeudi 29 octobre. Une initiative du président Idriss Déby Itno pour évaluer la mise en œuvre de la nouvelle constitution qui date de 2018. Si le chef de l'État a précisé qu'aucun sujet ne serait tabou, les principaux syndicats et une partie de l'opposition ont décidé de boycotter le premier jour de cette réunion. Les participants présents ont quant à eux soulevé la nécessité de supprimer le serment confessionnel sur les livres religieux imposé par la Constitution ou encore la limitation
du mandat des élus locaux. Au Cameroun, le massacre de Koumba, dans le sud-ouest du pays, a provoqué un véritable choc, un choc qui a dépassé les frontières. Le pape François s'est exprimé le 28 octobre, soit 4 jours après la tuerie. Il a appelé à mettre un terme à la crise anglophone. Rappelons que le 24 octobre, 8 écoliers âgés de 9 à 12 ans ont perdu la vie dans une attaque perpétrée par un groupe d'assaillants non identifiés. Plus de détails avec Corinne Eoné. Une voix de plus s'est élevée pour condamner les tueries de Koumba dans la région sud-ouest du Cameroun. Le pape François a exprimé sa douleur ce 28 octobre en appelant à la fin d'un conflit qui a déjà endeuillé de nombreuses familles, surtout dans les régions nord-ouest et sud-ouest du pays. Je m'unis à la douleur des familles des jeunes étudiants barbairement tués samedi dernier à Koumba au Cameroun. Un acte si cruel et insensé qui a arraché des enfants innocents à la vie alors qu'ils suivaient les leçons à l'école. Que Dieu illumine les cœurs pour que des gestes semblables ne soient plus jamais répétés et pour que les régions du nord-ouest et du sud-ouest martyrisées du Cameroun puissent finalement retrouver la paix. Je souhaite que les armes se taisent et que puisse être garantie la sécurité de tous et le droit de chaque jeune à l'éducation et à l'avenir. Samedi 24 octobre 2020, un commando a attaqué le complexe scolaire privé dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy avant d'ouvrir froidement le feu sur des élèves dans leur classe. 7 enfants de 9 à 12 ans ont été tués. Les autorités accusent les séparatistes et annoncent déjà des arrestations dans le cadre de l'enquête ouverte. La situation du nord-ouest et du sud-ouest se trouve peut-être dans une impasse sécuritaire pour la simple raison qu'il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'influences d'acteurs qui étaient totalement exogènes au problème, mais qui commandaient sur le plan stratégique les opérations sur le terrain. Aujourd'hui, nous arrivons à ce résultat-là où ils n'arrivent plus à maîtriser, n'est-ce pas, tous ces vecteurs tactiques qui étaient sur le terrain. Et ça donne le résultat que cela donne, c'est-à-dire des faits qui sont même préjudiciables pour le marketing de leur mouvement. Depuis près de 3 ans, les groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans les 2 régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest. Le bilan fait état de près de 2000 morts, civils et militaires. En hommage aux victimes de Koumba, le 31 octobre 2020 a été déclaré jour de deuil national. Le Gabon et le Maroc veulent consolider leurs relations diplomatiques, raison pour laquelle le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacôme Moubélé Boubeya, a été reçu à Rabat le 28 octobre par son homologue marocain Nasser Bourita. Une rencontre pour renforcer les relations bilatérales entre les 2 pays à plusieurs niveaux, comme nous l'explique notre envoyé spécial au Maroc, Thierry Ndassa. Pacôme Moubélé Boubeya a été reçu ce 28 octobre au ministère marocain des Affaires étrangères à Rabat par son homologue marocain Nasser Bourita. Cet ancien directeur de cabinet du président de la République du Gabon a répondu à l'invitation du Maroc dans le cadre d'une rencontre bilatérale. Une occasion pour le chef de la diplomatie gabonaise de saluer les faits d'armes du Maroc dans le cadre de la coopération africaine. Nous dénombrons aujourd'hui, sauf à me tromper, plus de 53 visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu assiste, dans une trentaine de pays africains, plus de 1000 accords de coopération signés avec les partenaires africains en 20 ans, une centaine d'entreprises de votre pays installées dans plus de 42 pays africains, avec une augmentation des échanges commerciaux de plus de 60% avec les autres pays au cours des 10 dernières années. Le Royaume du Maroc reste la première destination à l'international des Gabonais, notamment des étudiants souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger. Sur le plan économique, Nasser Bourita a souligné que le Gabon était le 18e importateur de produits marocains et son 10e exportateur. Et nous avons convenu de redynamiser les mécanismes de coopération, que ce soit la commission mixte qui ne s'est pas tenue depuis 2013 et qui devrait avoir lieu l'année prochaine. Le mécanisme de concertation politique qui se réunira de manière régulière
au niveau des structures des deux ministères des Affaires étrangères, ainsi que le forum économique qui devrait se tenir prochainement. Le ministre Paco Moubele Boubéa a tenu à saluer le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, mais aussi les démarches du Royaume en vue d'intégrer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La visite de travail au Maroc du ministre gabonais des Affaires étrangères s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre son pays et le Royaume chérifien. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, devrait recevoir dans les prochains jours ses homologues du Rwanda et du Libéria. Dans le reste de l'actualité, c'est une nouvelle funeste qui a frappé la famille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos ce jeudi 29 octobre. Son gendre, l'homme d'affaires, Sindika Dokolo, mari de sa fille, Isabelle dos Santos, est décédé ce jeudi dans un accident à Dubaï. L'opposant politique congolais est aussi connu pour être collectionneur d'art. Il avait depuis un an connu des ennuis avec la justice de son pays d'adoption, l'Angola, qui l'accusait notamment de détournement. L'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux où les messages d'hommage se multiplient jusqu'à présent. Elle sera bien créée. Elle, c'est la Société nationale des mines du Sénégal qui a été validée le 27 octobre par les députés. C'est à l'unanimité que tous ont jugé sa création pertinente en vue de renforcer la position stratégique de l'État. Rappelons que le secteur des mines contribue à plus de 4% du produit intérieur brut sénégalais. Les explications de Amenej. En session ordinaire unique 2020-2021, l'Assemblée nationale sénégalaise a examiné et adopté le projet de loi portant création de la Société nationale des mines du Sénégal, SOMISEN, une opportunité pour le pays de renforcer la position stratégique de l'État dans la gestion des sociétés minières. Il faut remarquer que le Sénégal dispose déjà d'une société nationale de pétrole qu'on appelle Petrosen. Le Sénégal est actionnaire à 99%. Maintenant, si on veut faire une doublure, monter une autre société nationale de gestion de ces mines-là, on peut faire mieux que Petrosen. C'est-à-dire qu'ici, il faut que l'État soit concessionnaire pour davantage capter toutes les retombées. Il faut absolument que, contrairement à Petrosen, que les recettes qui seront dégagées soient inscrites sur le budget national, ce que Petrosen ne fait pas. Une société à capital entièrement financée par l'État et d'autres personnes morales de droit public qui disposera de tous les moyens humains, matériels et juridiques nécessaires afin d'atteindre les objectifs visés. Peut-être qu'on aura peut-être besoin ici et là d'une expertise dans la gouvernance des mines, ce qui permettra peut-être de mieux capter les ressources qui viendraient de tout un environnement assez complexe. Mais le Sénégal doit avoir le contrôle en tout cas. Selon le ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, au cours de la période 2014-2018, le secteur des mines a été le premier contributeur aux revenus du secteur extractif, rentrant dans le budget de l'État avec un total de 104,3 milliards de francs CFA, soit 94,7% des recettes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'information continue.